Pour le débat, sénateur Wu. Thank you, Your Honor. Honourable Senators, I would... Honorable sénateur, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur le projet de loi C7. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail de notre comité des affaires juridiques constitutionnelles dirigé par la sénatrice Mobina Jaffer. Nos collègues ont travaillé très dur au cours des dernières semaines pour organiser des audiences, recevoir des témoins, préparer des rapports. Ils ont été habilement soutenus par les greffiers du Sénat, les analystes, les traducteurs, les techniciens, les nettoyeurs, le personnel d'entretien et bien d'autres qui ont mené des audiences de circonstances difficiles d'une pandémie de santé publique. Je tiens également à remercier les collègues qui ont pris la parole avant moi pour les informations qu'ils ont fournies, souvent avec une passion saisissante. Je m'attends à ce que notre débat en troisième lecture ne soit pas moins passionné. Il se peut qu'à certains moments de mon discours d'aujourd'hui, je donne aussi l'impression d'être très dynamique. Mon intention aujourd'hui, cependant, d'essayer de laisser les émotions de côté et de présenter à la place mon analyse la plus sereine du projet de loi. Pour être plus précis, je voudrais vous faire part de ma réflexion sur le projet de loi et de nombreux amendements qui seront proposés dans les jours à venir. En ce sens, mon discours porte moins sur le débat sur le projet de loi que sur une approche du débat sur le projet de loi. Je vous remercie par avance de votre indulgence. This bill is a... Ce projet de loi est apparemment la réponse du gouvernement à la décision Truchon de la Cour supérieure du Québec qui constitue à son tour un nouveau chapitre dans le cadre juridique en évolution de l'aide médicale à mourir. Il est raisonnable d'affirmer que le gouvernement aurait dû faire appel à la décision. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Si je peux me permettre de torturer la métaphore, le projet de loi C7 est le radeau législatif qui flotte en aval et nous sommes tous dessus à la recherche de la meilleure rive pour débarquer. Certains d'entre nous ont le désir de retourner sur le pont, qui est considéré comme un lieu pouvant apporter une clarté judiciaire et voudraient ramer en amont pour obtenir cette clarté. Ce sentiment s'exprime de deux manières différentes. La première est d'affirmer que l'opinion de la Cour suprême sur une question particulière dans le cadre du C7 est déjà connue. La seconde est de demander un renvoi à la Cour suprême et de maintenir le projet de loi ou des parties de celui-ci en suspens. Le problème de ce réflexe judiciaire n'est pas que la Cour n'ait pas son mot à dire. En effet, sur C7, il est quasiment certain que la Cour sera appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de certaines dispositions du projet de loi, quelle que soit la forme finale de ce dernier. Il est toutefois curieux que les membres d'une branche législative du gouvernement, la Chambre de second examen objectif rien de moins, recherchent cette solution plutôt que d'exercer ce qui relève correctement de notre devoir et de notre mandat, qui est d'évaluer le bien fondé des questions qui nous sont soumises afin d'aboutir à un texte de loi qui engage correctement la décision Truchon et les décisions judiciaires précédentes. Ce ne sont pas les tribunaux, mais le Parlement qui doit élaborer la politique. Et le Sénat en particulier, avec sa sensibilité aux droits des minorités, est sans doute bien placé pour peser les compromis constitutionnels qui accompagnent toutes les questions difficiles de politique, y compris l'aide médicale à mourir. Dans le contexte de la législation gouvernementale, l'affirmation qu'une disposition donnée est inconstitutionnelle devrait être le début d'une réflexion législative plus solide plutôt qu'un signal pour mettre fin au débat sur cette disposition. Il y a bien sûr des considérations constitutionnelles dans tous les projets de loi et nous devons toujours être attentifs aux violations constitutionnelles et même vigilants à l'égard de ces violations. Nous devons également veiller à ce que tous les projets de loi respectent les valeurs constitutionnelles, même s'il peut y avoir une incertitude quant à la constitutionnalité en tant que telle. L'argument d'inconstitutionnalité utilisé de plus en plus souvent en cette enceinte a pour effet de mettre un terme à la conversation, c'est-à-dire de mettre fin au débat sur les mérites d'une mesure particulière dans un projet de loi.
Il s'agit, à mes yeux, une interprétation particulière du rôle du Sénat en tant qu'organe législatif qui, après tout, devrait être chargé de légiférer. Nous connaissons tous la relation dite dialogique entre le corps législatif et les tribunaux, notamment en ce qui concerne la Charte des droits et libertés. Quelle que soit l'interprétation que l'on donne à la notion de dialogue, cela ne peut pas signifier que nous nous tournons simplement vers les tribunaux pour obtenir des conseils chaque fois que nous sommes confrontés à une question qui relève de la Charte. Nous devons jouer notre rôle dans le dialogue en exposant les considérations non juridiques qui entrent en jeu dans une disposition particulière d'un projet de loi plutôt que de prétendre être des juges de la Cour suprême et de remettre en question leurs décisions. Pour citer le professeur Kent Roach, un dialogue constructif aura lieu si les tribunaux se concentrent sur des questions de principe susceptibles d'être négligées ou sanctionnées par le législateur et si ce dernier est franc quant au moment où il estime que ces principes devraient être limités ou refusés dans des contextes particuliers. C'est précisément ce qui devrait se produire dans notre débat sur le C7. Pour être précis, permettez-moi de me concentrer brièvement sur l'une des dispositions les plus controversées de ce projet de loi, l'exclusion de la maladie mentale lorsqu'elle est la seule condition sous-jacente. Nous débattrons de cette question à partir de demain. Je n'aborderai donc que le point général de la manière dont j'aborde cette question. De nombreux collègues sont convaincus que la maladie mentale, en tant que seule condition sous-jacente, ne devrait pas être exclue de l'aide médicale à mourir. Il est juste de dire que nous avons entendu les deux côtés de cet argument lors des audiences du comité LCGC et nous en entendrons davantage des deux côtés lorsque nous commençons un débat thématique demain. C'est le genre d'échange que le Sénat devra avoir dans sa réflexion sur l'inclusion de la maladie mentale dans le régime d'aide médicale à mourir, car c'est ainsi que nous pouvons contribuer au dialogue avec les tribunaux sur la constitutionnalité de l'exclusion de la maladie mentale. Si l'on peut démontrer par exemple que la profession médicale ne dispose pas encore des outils nécessaires pour évaluer les critères du régime d'aide médicale à mourir pour les patients dont la maladie mentale est la seule condition sous-jacente, alors c'est l'information que nous devrions communiquer à la Cour comme facteur dans notre décision d'exclure la maladie mentale du régime d'aide médicale à mourir. Voici le professeur Eric Adam, expert en droit conditionnel, qui indique la question la plus importante qu'un tribunal examinera pour tenter de répondre à ce défi, à savoir que l'accès élargi enfreint la Constitution, sera de savoir si l'aide médicale à mourir et son système de protection et de garantie protègent adéquatement les personnes réellement vulnérables tout en permettant la dignité du choix à ceux qui ne le sont pas. La réponse à cette question, me semble-t-il, ne reposera pas sur l'éloquence de l'argument, mais sur les preuves des experts médicaux. Ce même passage a été cité par le sénateur Carignan, mais j'aimerais me concentrer sur une partie différente. Non pas sur l'éloquence de l'argument, mais sur les preuves des experts médicaux. Je suis d'accord avec cette approche, qui est très différente de l'argument selon lequel la décision du tribunal est prédestinée, qu'elle soit fondée sur décision de justice antérieure sur l'intuition de la Charte, ou l'institution de la Charte plutôt, ou sur une supposition éclairée des juges. Il est peut-être approprié pour des étudiants d'un cours en droit constitutionnel d'arriver à une conclusion sur la façon dont ils pensent que la Cour va décider, mais les législateurs ne sont pas des spectateurs dans le processus législatif dont le travail consiste à spéculer sur les décisions des tribunaux. Notre travail est de légiférer d'une manière qui s'engage avec les décisions des tribunaux sur la Charte. Il ne s'agit pas de demander à la Cour de nous dire ce qu'elle pense, ou pire, de dire à la Cour ce que nous pensons d'elle. Cela nous amène à une question sous-jacente sur le C7 qui me préoccupe et qui, je le sais, préoccupe aussi beaucoup d'entre vous. C'est que nous ne savons pas grand-chose sur la mise en œuvre de l'aide médicale à mourir depuis la promulgation du C14 il y a à peine 5 ans. Nous apportons des modifications à cette législation historique en l'absence d'un examen approprié de l'expérience acquise à ce jour. Je pense que tous ici présents souhaitent que l'examen parlementaire quinquennal obligatoire de l'aide médicale à mourir
ait déjà eu lieu et que nous puissions bénéficier de ses conclusions pour éclairer nos délibérations sur le C7. Assurons-nous que l'examen se poursuive, qu'il soit pertinent et approfondi, mais c'est une question qui sera abordée un autre jour. L'occasion manquée d'un examen véritable parlementaire est une chose à regretter, mais elle ne doit pas nous paralyser. Il serait erroné de dire que nous devons rejeter C7 ou même le retarder jusqu'à ce que l'examen soit terminé, car la décision Truchon exige que le gouvernement réponde et comme nous le savons, une réponse a déjà été retardée à plusieurs reprises, la dernière échéance étant fixée au 26 février. Il se peut que nous aurions souhaité que le gouvernement apporte une réponse différente à la décision Truchon, mais la réponse que nous avons est le C7 et elle a été adoptée par la Chambre des communes avec une confortable majorité. Sur la question centrale à laquelle le C7 répond à la décision Truchon, à savoir la mort naturelle non raisonnablement prévisible, il est difficile de faire valoir que la Chambre haute non élue devrait rejeter le projet de loi. Mais le C7 va au-delà de la décision Truchon. Plutôt que de limiter sa portée à la question de la mort naturelle non raisonnablement prévisible, le projet de loi inclut d'autres dispositions qui ne sont pas strictement liées à cette décision, telles que l'assouplissement des garanties actuelles pour l'aide médicale à mourir, y compris la période d'attente et le nombre de témoins pour demander l'aide médicale à mourir. Le gouvernement est entièrement dans son droit d'ajouter ces mesures au C7, mais la décision de la Cour ne l'a pas contraint à effectuer ces changements. C'est un peu déroutant car il existe une présomption générale parmi les partisans du projet de loi que la révision quinquennale aurait dû avoir lieu avant que quelque chose comme C7 ou tout autre ajustement au régime en général ne soit envisagé. On ne peut soutenir que le gouvernement n'avait pas le choix dans ce cas-ci, mais il avait certainement le choix de ne pas supprimer les garanties existantes avant la fin de l'examen parlementaire. Il ne s'agit pas ici de savoir si la suppression des protections existantes dans le cadre du C7 est justifiée. Je suis heureux que les questions ne soient pas strictement liées au respect de la Charte, car cela évite l'argument de l'arrêt de la discussion auquel j'ai fait allusion précédemment. Nous aurons un débat thématique sur les garanties dans quelques jours et j'attends avec impatience les arguments de fond sur les mérites de la suppression de ces protections ou de l'ajout de nouvelles protections basées, je l'espère, sur des preuves plutôt que sur des conjectures ou des informations juridiques. Nous pourrons prendre une décision après avoir entendu ces arguments. Le problème est plutôt que le gouvernement, en ajoutant ce que je considère comme des questions facultatives à un projet de loi qui aurait pu être étroitement lié à une réponse à la décision Truchon, a en fait ouvert la porte à une révision de l'ensemble du C14. Il a invité à réexaminer un certain nombre de questions qui ont été débattues dans le cadre du C14 en l'absence des preuves issues de l'examen quinquennal obligatoire. L'impulsion de relancer le débat va dans les deux sens, de la part de ceux qui n'ont jamais aimé l'aide médicale à mourir au départ et ceux qui ont estimé que le C14 n'allait pas assez loin au départ. Nous en verrons la preuve dans les amendements à venir au cours des prochains jours. Mon cerveau cartésien aurait préféré une décision simple pour ce projet de loi basée sur le fait qu'il réponde ou non de manière raisonnable à la décision Truchon, mais l'inclusion des questions n'ayant pas trait à la décision Truchon a brouillé les pistes. Je reste ouvert à la persuasion, mais en général, je crois que nous n'en savons pas assez sur l'impact et la mise en œuvre de l'aide médicale à mourir depuis 2016 pour apporter des changements majeurs au régime, à part ceux que le gouvernement dûment élu a décidé de prendre en raison de la nécessité de répondre à une décision judiciaire. En disant cela, je ne fais qu'exprimer l'intention et l'esprit du C14. Je pencherai pour la collecte de plus de preuves sur l'aide médicale à mourir, en particulier sur l'aide médicale à mourir pour les patients souffrant de maladies mentales, et je pencherai pour la prudence. Une dernière réflexion sur la façon dont nous traitons la complexité dans ce projet de loi. Même si nous mettons de côté l'argument de constitutionnalité contre l'exclusion de la maladie mentale comme seule condition sous-jacente, rendre la maladie mentale inadmissible à l'aide médicale à mourir pose un certain nombre de défis réglementaires.
La définition de la maladie mentale est fluide, ce qui signifie qu'il y aura une ambiguïté dans la détermination des personnes qui ont droit à l'aide médicale à mourir et celles qui n'y ont pas droit, avec des défis que cela implique pour les régulateurs professionnels, sans parler de l'application de la loi. Je ne prends pas ces préoccupations à la légère. Il y a peut-être moyen de peaufiner le libellé du projet de loi pour le rendre plus clair. La solution simple est évidente est bien sûr de ne pas exclure la maladie mentale, même lorsqu'il s'agit d'une seule affection sous-jacente, mais ce n'est qu'une solution que si vous pensez d'abord qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la capacité des professionnels de la santé à évaluer ces patients en fonction des critères de l'aide médicale à mourir. Si toutefois vous avez des inquiétudes quant aux compétences d'évaluation, la solution simple et évidente n'est pas une solution, mais plutôt une abdication. Il va sans dire que le plus simple à réglementer est de n'avoir aucune protection. La réglementation de la pratique médicale, voire de toute pratique professionnelle, n'est jamais simple et souvent empreinte d'ambiguïté. Pensez aux attouchements sexuels lors d'examens médicaux. Nous sommes reconnaissants aux autorités de réglementation professionnelle qui doivent relever ces défis chaque jour et qui cherchent à améliorer constamment leurs pratiques. Mais notre travail en tant que législateur n'est pas de rendre la tâche des régulateurs aussi facile que possible. Nous serions mal avisés si nous prenions une décision sur un projet de loi qui se fonde davantage sur un niveau de difficulté de la réglementation que sur les preuves qui ont étayé la décision au départ. La question de savoir comment réglementer une exemption compliquée telle que la maladie mentale comme seule condition sous-jacente expose ce que je crois être la fissure fondamentale du débat sur le C7. C'est que certains ont une grande confiance en la capacité des évaluateurs de l'aide médicale à mourir à faire leur travail avec précision, compétence et compassion, conformément à la loi actuelle. Et d'autres n'en sont pas si sûrs. La maladie mentale est simplement un exemple plus flagrant de cette fracture. La raison d'un examen parlementaire quinquennal était sans doute de nous aider à combler ce fossé sur la base de preuves plutôt que d'anecdotes. Il me semble raisonnable de ne pas se précipiter pour étendre l'aide médicale à mourir avant d'avoir ces preuves. Je pense que la Cour suprême peut également comprendre ce raisonnement. C'est pourquoi je ne suis pas aussi sûr que certains collègues de la manière dont les juges se prononceront sur l'exclusion pour cause de santé mentale. Collègues, l'exercice clinique de la médecine s'inscrit dans le cadre juridique qui impose à la profession l'obligation de comprendre la santé et la maladie et de fournir des conseils et des traitements en conséquence. Le principe directeur est la preuve scientifique. Ces preuves commencent par l'observation clinique, un dialogue continu avec la science biologique, conduisant à des preuves vérifiables de la justesse des hypothèses. Cette approche a permis d'allonger la durée de vie de 20 ans au Canada au cours du dernier siècle et d'améliorer considérablement la qualité de vie des Canadiens. Mais la science médicale n'est pas parfaite. Elle a parfois été victime de pressions sociétales qui l'ont amenée à passer outre la science aux preuves observées pour se tourner vers la conviction. Le résultat a été un désastre. Un exemple poignant est celui de la chimiothérapie à dose extrêmement élevée pour prévenir la récidive du cancer du sein chez les femmes les plus à risque. Poussé par un argument juridique, l'argument de l'autonomie, les femmes se sont vues imposer ce traitement en l'absence de procès ou d'essais cliniques plutôt. Lorsque ces essais cliniques ont finalement été réalisés, on a constaté que les femmes traitées de la sorte ont obtenu des résultats nettement moins bons. Elles ont souvent souffert davantage et sont mortes plus tôt. La pandémie actuelle offre une preuve supplémentaire des conséquences de l'abandon de la science. Il n'y a pas de réponse parfaite à la question de l'aide médicale à mourir. Cependant, les preuves que nous avons provenant, entre autres, des soins palliatifs sont que si l'on se concentre sur le soulagement de la souffrance, la demande d'aide médicale à mourir est beaucoup moins importante. Ce que nous ne savons pas et ce que les patients et les cliniciens ont besoin de savoir est le résultat de notre expérience à ce jour. Ce sont les données cliniques concrètes qui ne peuvent pas être soumises à des arguments philosophiques ou juridiques.
Chers collègues, je vous propose ces réflexions tant pour ma propre délibération en cours sur le C7 que pour votre édification ou chagrin selon le cas. Je reste ouvert à de nombreuses particularités du projet de loi et j'attends avec impatience les débats thématiques des jours à venir. Comme tous peuvent en convenir, quelle que soit la manière dont le projet de loi aboutira, une partie de celui-ci se retrouvera devant la Cour suprême. Donnons aux juges de quoi réfléchir.